Avant que tu partes, je voulais te dire que tu vas pas du tout me manquer. Le 15 mars 2026 à 8h47 du matin, la France a retenu son souffle. Un communiqué bref annonçait la disparition de Bruno Salomon à l'âge de 55 ans des suites d'une longue maladie dont presque personne ne soupçonnait l'existence. Aucune mise en scène progressive. Aucun adieu préparé. Juste quelques lignes froides qui ont suffi à briser l'image rassurante que le pays croyait inébranlable. Comment l'homme qui incarnait la légèreté, le père moderne et chaleureux de toute une génération, a-t-il pu lutter dans un silence aussi absolu? Étions-nous aveugles ou a-t-il volontairement décidé de nous, protégés de la vérité? Pendant que la France riait devancée, personnage, il comptait ses forces, économisait son énergie et maintenait coûte que coûte une façade intacte. Pas de plainte publique, pas de confession télévisée, pas même un murmure alarmant. Il est resté debout, solide en apparence alors que son corps commençait à céder. Ce silence n'était pas un hasard, c'était un choix. Et pour comprendre pourquoi Bruno Salomon a décidé de disparaître sans prévenir, il faut revenir à l'image presque parfaite qu'il avait construite au fil des années. Avant que le silence ne devienne son dernier rempart, Bruno Salomon était d'abord une présence familière presque évidente dans le paysage français. Né à Marseille en 1970, il ne portait au départ aucune promesse de célébrité éclatante. Ce qui frappait chez lui, c'était une énergie nerveuse, une capacité instinctive à observer les failles humaines et à les transformer en éclats de rire. Dans les années 90, la télévision française cherchait un nouveau souffle. Avec la troupe Nous c'est nous, aux côtés notamment de Jean Dujardin, il dynamite les codes. Les parodies de boys bands deviennent virales, avant même que le mot n'existe. Bruno n'est pas le plus flamboyant du groupe, mais il est celui qui stabilise, celui qui ancre les sketchs dans une humanité reconnaissable. Déjà, il construit une image discrète mais solide. Puis vient le cinéma. Dans Brise de Nice, il incarne Igor Dosgor avec une précision comique qui marque toute une génération. Ce n'est pas un rôle principal éclatant, mais un personnage qui imprime la mémoire collective. Il prête aussi sa voix à Lucky Luke, traverse Camelot, enchaîne les projets sans jamais donner l'impression de courir après la lumière. Il semble avancer avec constance, presque avec pudeur. Mais c'est avec la série Fais pas ci, fais pas ça qu'il entre définitivement dans les foyers. Denis Boulet n'est pas un héros spectaculaire. C'est un père imparfait, parfois maladroit, souvent débordé, mais profondément aimant. Et c'est précisément cette imperfection qui rassure. Bruno Salomon devient alors plus qu'un acteur. Il devient une figure affective. Le voisin que l'on aimerait avoir. Le père que l'on comprend. L'homme qui ne s'effondre jamais vraiment. Au fil des saisons, son visage s'associe à une stabilité presque morale. Dans une société traversée par les crises économiques et les tensions sociales, il représente une normalité apaisante. Il incarne l'homme qui doute parfois, mais qui tient toujours. Celui qui traverse les tempêtes domestiques sans perdre son humour. Et c'est là que se construit le piège. Car lorsqu'une nation vous adopte comme symbole de résilience tranquille, vous n'avez plus le droit de vaciller. Plus le public voyait en lui une force rassurante, moins il pouvait se permettre d'être fragile. L'image était devenue plus grande que l'homme. Sans le savoir, Bruno Salomon avait bâti une forteresse. Et lorsqu'une maladie invisible a commencé à fissurer ses fondations, cette même forteresse allait l'empêcher de demander de l'aide. Le succès n'est jamais gratuit. Il exige une présence constante, une énergie sans faille, une disponibilité totale. À mesure que l'image de Bruno Salomon s'installait durablement dans le paysage audiovisuel français, le rythme de travail s'intensifiait. Les tournages s'enchaînaient, les lectures de scénarios remplissaient ses nuits, les promotions occupaient ses week-ends. Il fallait être partout tout le temps avec le même sourire intact. L'industrie du divertissement donne l'illusion de la légèreté, mais elle fonctionne comme une mécanique implacable. Les calendriers sont verrouillés des mois à l'avance. Les engagements contractuels ne laissent aucune place à l'imprévu. Chaque absence coûte cher. Chaque faiblesse devient un risque.
Dans cet univers, la fatigue ne se montre pas. Elle se camoufle derrière le maquillage et l'éclairage flatteur des plateaux. Pour un acteur dramatique, la fragilité peut nourrir le jeu. Elle peut même être valorisée. Mais pour un humoriste, l'équation est différente. Celui qui fait rire n'a pas le droit d'assombrir l'atmosphère. Il doit détendre, rassurer, absorber les tensions. Il devient le régulateur émotionnel d'un groupe, d'un plateau, parfois d'un pays tout entier. Être malade publiquement, c'est briser cette promesse implicite. Au fil des années, Bruno Salomon est devenu ce point d'équilibre. Sur les tournages, il était celui qui désamorçait les tensions. Dans les interviews, celui qui relativisait. Dans les émissions, celui qui offrait une répartie précise, jamais agressive. Cette constance rassurait les producteurs et fidélisait le public. Mais elle l'enfermait aussi dans un rôle qui dépassait largement la fiction. Plus son image se consolidait, plus la marge d'erreur se réduisait. Annuler un tournage devenait presque impensable. Reporter une promotion pouvait créer une chaîne de complications. L'économie du spectacle repose sur une continuité fragile. Et dans cette chaîne, l'artiste n'est pas seulement un créateur. Il est un maillon indispensable. C'est dans ce contexte que les premiers signaux physiques ont commencé à apparaître. Une fatigue plus lourde que d'habitude. Des récupérations plus lentes. Des douleurs qu'on préfère ignorer parce que le planning ne laisse aucune alternative. Dans un milieu où l'on valorise la performance permanente, reconnaître une défaillance équivaut presque à trahir l'équipe. Alors on serre les dents. On ajuste le rythme, on réduit le sommeil, on promet de consulter plus tard. Chaque journée devient un compromis entre le corps et l'obligation professionnelle. Tant que la caméra tourne et que le public rit, l'illusion tient. Mais derrière cette mécanique parfaitement huilée, un déséquilibre grandissait. L'industrie continuait d'avancer à la même vitesse, sans percevoir que l'homme au centre commençait à s'épuiser. Et lorsque la maladie s'est installée pour de bon, elle ne s'est pas heurtée à un espace de repos. Elle a rencontré un agenda plein. C'est à ce moment précis que la question ne fut plus seulement médicale. Elle est devenue existentielle. Fallait-il ralentir et fissurer l'image ou continuer à tenir au risque de s'effondrer en silence? Lorsque la maladie s'est imposée comme une réalité impossible à ignorer, elle n'a pas provoqué un effondrement spectaculaire. Elle s'est installée progressivement, presque discrètement, comme une ombre qui s'étire sans bruit. Chez Bruno Salomon, les premiers signes n'ont pas immédiatement alarmé l'entourage professionnel. Une fatigue plus marquée, quelques absences justifiées par des impératifs personnels, une énergie légèrement différente. Rien qui puisse à première vue fissurer l'image solide qu'il avait construite. Dans les coulisses cependant, l'équilibre devenait fragile. Chaque journée de tournage demandait un effort plus grand. Les textes, autrefois mémorisés avec aisance, exigeaient une concentration accrue. Les pauses devenaient indispensables. Il apprenait à répartir son énergie avec une précision presque militaire, économisant ses forces pour les scènes essentielles, dissimulant la fatigue derrière un humour intact. La maladie n'était pas encore publique. Elle n'était même pas une rumeur. Elle était un secret d'abord médical, puis existentiel. Très tôt, une décision s'est imposée. Ne rien dire. Ne pas inquiéter. Ne pas transformer l'affection du public en compassion inquiète. Cette décision n'était pas dictée par la peur du scandale. Elle venait d'un attachement profond à l'image qu'il incarnait. Bruno Salomon n'était pas seulement un acteur. Il était devenu une présence rassurante. Annoncer une maladie grave aurait modifié le regard posé sur lui. Il ne voulait pas que chaque apparition soit scrutée à travers le prisme de la pitié. Il ne voulait pas que ses personnages soient interprétés comme des adieux anticipés. Il ne voulait pas que le rire devienne fragile. Alors il a organisé le silence. Les rendez-vous médicaux se glissaient entre deux engagements professionnels. Les traitements s'intégraient dans un emploi du temps déjà saturé. Il apprenait à composer avec la douleur, à négocier avec son propre corps. Chaque engagement honoré devenait une victoire silencieuse.
Chaque journée terminée sans que personne ne soupçonne l'ampleur de la lutte renforçait sa détermination à continuer. Mais cette stratégie avait un coût. Même si quelques proches connaissaient la réalité, l'espace public restait hermétique à toute fragilité. Sur les plateaux, il demeurait l'homme posé, concentré, professionnel. Dans les interviews, il souriait, évoquait ses projets, rassurait implicitement. Il existe une violence particulière dans le fait de devoir jouer la stabilité lorsque l'intérieur vacille. Chaque éclat de rire offert au public devenait un contraste avec l'effort intérieur nécessaire pour tenir debout. La maladie ne se contentait pas d'affaiblir le corps. Elle mettait à l'épreuve l'identité même de celui qui avait fait de la constance son marqueur. À mesure que le temps avançait, les signes devenaient plus difficiles à masquer. La fatigue s'inscrivait sur les traits. Les périodes de récupération s'allongeaient. Certains engagements étaient ajustés. Mais jamais le secret ne se fissurait publiquement. La ligne restait la même. Pas d'annonce, pas de confession, pas de mise en scène. Ce choix soulève une question troublante. Était-ce un acte de courage ou une exigence impossible envers lui-même? En refusant de partager son combat, il protégeait l'image qu'il avait bâtie. Mais il se privait aussi d'un soutien collectif immense. Le public français attaché à sa figure chaleureuse aurait sans doute répondu avec affection. Pourtant, pour lui, cette affection risquait de se transformer en regard compatissant, et ce regard aurait modifié la relation. Il craignait peu être moins la maladie que la transformation du lien avec le public. Être vu comme un homme affaibli aurait déplacé la perception. Il ne voulait pas devenir une cause. Il voulait rester un acteur, un professionnel, un visage associé au rire, pas à la fragilité. Les derniers mois ont été marqués par une intensité particulière. Chaque apparition prenait une dimension presque symbolique. Sans que le public en ait conscience, il livrait un combat parallèle. D'un côté, le scénario, les dialogues, les marquent au sol. De l'autre, les traitements, la fatigue, l'incertitude médicale. Deux réalités superposées, l'une visible, l'autre soigneusement dissimulée. Ce qui frappe dans cette période, ce n'est pas un scandale ni une rupture dramatique. C'est la continuité. Il a continué. Il a tenu. Il a respecté ses engagements. Il a refusé de faire de sa condition un sujet médiatique. Cette continuité admirable en surface révèle aussi une pression intérieure considérable. La maladie avançait. Le corps envoyait des signaux de plus en plus clairs. Pourtant, la ligne restait intacte. Ne pas céder à la tentation d'expliquer. Ne pas préparer le terrain à une sortie publique. Laisser la fiction et le rire occuper tout l'espace. Dans cette décision se joue toute l'ambiguïté de son héritage. Son silence fut un bouclier. Il protégeait le public de l'inquiétude, il protégeait son image de la pitié, il protégeait peu. Être même sa propre dignité. Mais il a aussi creusé une distance invisible entre l'homme et ceux qui l'admiraient. Le combat physique était réel, quotidien, parfois épuisant. Pourtant, l'enjeu le plus profond était symbolique. Rester fidèle à l'image construite au fil des années. Ne pas laisser la maladie redéfinir la trajectoire. Ne pas devenir malgré lui un récit de souffrance. Et c'est ainsi que dans un silence presque absolu, la bataille s'est poursuivie. Pas devant les caméras, pas dans les titres des journaux, mais dans l'intimité des décisions quotidiennes. Chaque jour gagné était un compromis supplémentaire. Chaque sourire public une affirmation silencieuse. Ce choix aujourd'hui nous apparaît à la fois noble et vertigineux, car il révèle la tension entre l'homme et l'icône, entre la vulnérabilité intime et l'image publique inébranlable. Et lorsque la réalité a fini par rattraper cette construction patiemment maintenue, le choc n'en a été que plus brutal. Le 15 mars 2026 n'a pas seulement marqué la disparition d'un acteur. Il a provoqué une rupture brutale dans la mémoire collective. Lorsque l'annonce officielle est tombée confirmant que Bruno Salomon luttait depuis longtemps contre une maladie grave, la réaction ne fut pas immédiate. Elle fut d'abord incrédule, comme si l'information ne pouvait pas correspondre à l'image que le pays avait de lui. Les médias ont relayé le communiqué avec une retenue inhabituelle.
Les plateaux de télévision ont suspendu leur ton léger. Les extraits de ses rôles les plus connus ont envahi les écrans, mais cette fois le rire sonnait différemment. Chaque scène paraissait chargée d'un sens nouveau. Ce que l'on croyait simple divertissement devenait soudain le témoignage d'un combat invisible. Les collègues, les partenaires de tournage, les amis de longue date ont exprimé leur stupeur. Certains ont évoqué sa discrétion. D'autres ont parlé de son professionnalisme irréprochable. Tous ont reconnu qu'il n'avait jamais laissé transparaître l'ampleur de sa situation. Cette unanimité a renforcé le sentiment d'avoir été tenu à distance d'une vérité pourtant essentielle. Mais au-delà des hommages, une émotion plus complexe a émergé. Une forme de culpabilité collective. Comment n'avons-nous rien vu? Comment avons-nous pu applaudir, partager des extraits, commenter ses performances, sans percevoir que derrière cette constance se jouait un affrontement intime? La question ne visait personne en particulier. Elle flottait dans l'air diffus inconfortable. Le public a réalisé que pendant qu'il consommait son humour comme un repère rassurant, on lui affrontait une réalité bien plus fragile. Cette prise de conscience a transformé l'admiration en respect teinté de regret. Non pas le regret de ne pas avoir su guérir, mais celui de ne pas avoir su accompagner. Les réseaux sociaux se sont remplis de messages bouleversés. Des familles ont raconté combien ces personnages avaient accompagné leur soirée. Des spectateurs ont évoqué des moments précis où son jeu avait apporté un soulagement inattendu. Ce qui frappait, c'était la dimension affective de la relation. Bruno Salomon n'était pas une star lointaine. Il était intégré au quotidien. Et c'est précisément cette proximité qui rendait le silence si déroutant. En gardant son combat secret, il avait maintenu intact le lien fondé sur le rire et la normalité. Mais au moment de l'annonce, ce lien a basculé vers une autre dimension. La France ne découvrait pas seulement qu'il était malade. Elle découvrait qu'il avait choisi de ne pas l'impliquer dans cette épreuve. Ce choc national n'a pas pris la forme d'un scandale. Il n'y a pas eu de polémique, pas de révélations explosives. Il y a eu un silence dense, presque respectueux, chargé d'une émotion retenue. Un pays entier confronté à la question de savoir s'il aurait préféré être mis au courant plus tôt ou s'il devait accepter ce choix comme un dernier acte de maîtrise. À partir de ce moment, l'histoire ne pouvait plus se limiter à une trajectoire artistique. Elle devenait le reflet d'un rapport plus large entre célébrité, vulnérabilité et regard public. Et c'est précisément ce que son silence nous oblige aujourd'hui à interroger. Ce que le silence de Bruno Salomon révèle dépasse largement son histoire personnelle. Il met en lumière un mécanisme profondément ancré dans notre rapport aux artistes. Nous aimons les figures fortes. Nous aimons les visages rassurants. Nous aimons croire que ceux qui nous font rire maîtrisent parfaitement leur propre équilibre. L'industrie du divertissement fonctionne sur cette illusion. Elle valorise la constance, la disponibilité, la performance. Elle récompense ceux qui tiennent, qui assurent, qui ne perturbent pas le calendrier. La vulnérabilité, elle n'a pas la même place. Elle ralentit, elle inquiète, elle modifie la perception. Dans ce système, annoncer une maladie grave ne relève pas seulement de l'intime. Cela devient un événement public qui redéfinit l'image. Un humoriste porte une charge particulière. Son rôle implicite consiste à alléger les tensions collectives. Lorsqu'il vacille, le public se sent déstabilisé. Nous ne l'exigeons pas explicitement, mais nous attendons de lui une stabilité émotionnelle. Cette attente crée une pression silencieuse. Elle pousse à tenir, à ne pas troubler l'équilibre. Le choix de Bruno Salomon de garder le silence peut être lu comme un acte de contrôle. Il a décidé du moment où la vérité serait révélée. Il a refusé que sa maladie devienne un récit progressif commenté, analysé. Il a évité la transformation de son combat en feuilleton médiatique. Mais ce contrôle révèle aussi une réalité inconfortable. Si se taire semble plus simple que parler c'est peu, être que le système ne sait pas accueillir la fragilité sans la transformer en spectacle. Son histoire interroge notre responsabilité collective. Sommes-nous prêts à accepter que ceux qui nous divertissent puissent montrer leurs failles sans perdre notre admiration? Savons-nous soutenir sans réduire à la compassion?
La disparition de Bruno Salomon ne pointe pas du doigt un coupable précis. Elle expose une culture où la performance prime sur la vulnérabilité. Et c'est précisément cette tension qui donne à son silence une portée plus large. Il ne s'agit plus seulement d'un choix individuel. Il s'agit d'un miroir tendu à toute une société. Aujourd'hui, lorsque l'on repense à Bruno Salomon, deux images se superposent. Celle de l'acteur précis du père, rassurant du comédien qui semblait toujours stable, et celle plus récente d'un homme qui a choisi de porter seul une épreuve que d'autres auraient partagée. Son héritage ne se limite pas à des scènes cultes ou à des répliques mémorables. Il réside aussi dans cette décision radicale de maîtriser son récit jusqu'au bout. Il n'a pas voulu que la maladie redéfinisse sa carrière. Il n'a pas voulu que la compassion remplace le respect. Il a préféré que le public découvre la vérité d'un seul coup plutôt que de le voir décliner progressivement. Ce choix peut troubler. Il peut susciter l'admiration autant que l'incompréhension, mais il révèle une cohérence profonde. Toute sa trajectoire reposait sur une forme de retenue de discrétion, de solidité tranquille. Même face à l'adversité, il est resté fidèle à cette ligne. Lorsque les projecteurs se sont éteints, il n'a pas laissé derrière lui un scandale ni une controverse. Il a laissé un silence chargé de sens. Un silence qui oblige à réfléchir à notre manière de regarder ceux qui nous divertissent. Peut être que la véritable leçon n'est pas de glorifier son sacrifice, mais d'apprendre à reconnaître la fatigue derrière le sourire. À accepter que la force publique puisse coexister avec la fragilité intime. Et désormais, lorsque nous reverrons ces rôles, nous saurons qu'au-delà du rire, il y avait un homme qui a tenu debout jusqu'au bout, sans jamais réclamer la pitié.